Bonsoir tout le monde, il est 19 heures, un petit peu plus de 19 heures. C'est le moment de retrouver notre émission Soyons Zen, c'est la dernière de la saison. Et pour clôturer cette émission en beauté, cette saison en beauté, j'ai le plaisir d'accueillir une beauté, Jessie Cotiens. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Jessie qui est venue aujourd'hui avec la casquette de sexologue. Tout à fait. Alors, la sexologie. En fait, durant cette émission, nous allons parler des dessous de la sexologie. C'est un sujet qui est relativement vaste, évidemment, hein, oui. parce que voilà, ça touche en plus de ça tous les âges. Hein, tout à fait. Hommes, femmes confondus en même temps. Alors, la sexologie, comment est-ce qu'on en vient un jour à se dire, tiens, je vais devenir psychologue, mais je vais surtout devenir sexologue ? Alors, c'est une réponse personnelle parce que je pense qu'on a chacun des motivations différentes. Alors, je peux ne parler en tout cas que de mon expérience personnelle. C'est vrai que moi, au départ, je me suis orientée, donc j'ai fait la psychologie et à cette époque-là, à l'université, on avait encore l'opportunité de faire une orientation donc, de sexologie. Je pense que ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Ah bon ? Oui, ça a beaucoup changé. L'air de rien, je suis quand même sortie il y a 10 ans maintenant. Hein. Mais tu fais toute jeune. Mais oui. C'est pour ça. Mais non. Bon, ben voilà. Voilà. Et donc voilà, donc ça a un petit peu changé. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéressait au départ parce que tu vas voir que c'est assez opposé à ce que je fais aujourd'hui. Mais au départ, j'étais vraiment, vraiment intéressée par le fait de travailler en prison avec les délinquants sexuels. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était ma motivation première pour laquelle j'ai fait la psycho. Et donc forcément, j'ai fait la délinquance et la sexologie à l'université. Forcément. D'accord. C'est vrai que ça n'a aucun rapport, évidemment. Alors non, mais en découvrant ces différents cours de sexo, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Et donc au fur et à mesure, bon, je vais faire court parce que sinon on en a pour vraiment 2 heures. Mais au fur et à mesure de mon parcours, qui finalement ne m'a pas amenée directement en prison, même si j'ai pu travailler dans le milieu quand même de la délinquance, oui. de la délinquance en tout cas, oui. En extérieur. Et bien du coup, voilà, quand j'ai commencé mes consultations, je me suis dit, bah voilà, c'est vraiment un outil intéressant par rapport à la thérapie de couple, etc. Donc j'ai vraiment développé cette casquette-là. J'ai fait une formation complémentaire à ce que j'avais eu à l'UNIF parce que ça restait quand même fort en surface. Oui. Et donc voilà, donc j'ai commencé la thérapie de couple et donc la sexo qui est évidemment quasi indispensable, je pense. Oui, ça c'est clair. Voilà. Alors, quelle est la tranche d'âge qui vient te trouver ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde, de l'ado à la personne, je sais pas moi, sexagénaire, octogénaire, pourquoi pas ? Eh ben, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que j'ai de très jeunes qui entrent vraiment dans la vie sexuelle active, je veux dire, en tout cas avec un partenaire. Donc, ça peut être 17, 18, voilà. Et puis, il y a aussi des ados qui viennent pour d'autres raisons, plus jeunes, 13, 14, mais où finalement, on aborde quand même ce sujet-là parce que l'adolescence amène quand même des questions par rapport à ça. Oui, le corps change, comme dirait, je ne sais plus comment il s'appelait là. Tout à fait. Le corps change, ce n'est pas sale. Non. Et donc voilà pour la tranche jeune, on va dire. Et puis alors après, évidemment, j'ai des gens de 60, 70 ans qui viennent. Et voilà, je pense que ça me fait vraiment plaisir de voir ce panel de personnes. Ce qui est très riche aussi dans mon métier, je trouve, c'est de voir des gens totalement différents, d'âges différents. De cultures aussi différentes, peut-être. De culture, j'allais même dire d'orientation sexuelle différente aussi. Voilà, et bon, ça reste quand même encore quelque chose, je trouve, de difficile de consulter et un sexologue encore plus. C'est tabou encore, tu penses, la sexualité ? Je trouve qu'on s'améliore, voilà, il y a de l'espoir, on va dire, mais je trouve que c'est quand même encore tabou. Je le vois bien dans mon cabinet où les gens ont quand même encore des difficultés à aborder ça, à dire certains mots, par exemple. Il y a des stéréotypes qui ont vraiment la vie dure, et je me bats vraiment aussi contre ça par rapport à toutes les choses que je fais pour essayer notamment par rapport aux femmes, parce que je pense qu'on a du travail à faire par rapport à notre sexualité et au fait d'assumer plus ça. Mais je trouve évidemment que heureusement, il y a quand même des choses qui se libèrent progressivement, quoi. Il était temps, hein, effectivement. Oui. Ceci dit, à mon avis, chez les hommes aussi, il doit y avoir pas mal de questions, hein, parce que, voilà, justement, l'homme, depuis la nuit des temps, il doit être l'homme, le mâle, le viril, celui qui assume. Oui. Et j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui doivent venir te trouver en disant, voilà, je suis censée être ça, mais je sais plus trop comment gérer.
Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'on a vraiment, en tant qu'homme et en tant que femme, une grosse pression, mais par rapport à des domaines tout à fait différents, en fait. Chez les hommes, puisque tu abordes plutôt le côté masculin, oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec la modernisation de la société et le fait, par exemple, que l'homme s'investit beaucoup plus au niveau, évidemment, que dans les années 50, etc., oui. Au niveau de même sa parentalité, son rôle de père, mais aussi à la maison, etc., dans les tâches ménagères. En fait, on demande à l'homme, de quelque part, sur certains points, de se féminiser un peu, oui. Si je puis dire. Et donc, il y a aussi une perte de repères pour l'homme parce que, du coup, en même temps, on lui demande de se féminiser sur certaines choses. Enfin, féminiser, le mot est peut-être pas bien choisi, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, c'est compliqué de se dire, ah oui, donc la journée, je dois être celui qui va... vaquer à toutes les tâches. Voilà, faire le linge. Et le soir, je dois reprendre cette position d'homme viril au lit. Et donc ça, c'est quelque chose de très compliqué. Un peu comme la femme a ce problème de positionnement entre la femme maman et la femme maîtresse amante. Donc voilà. Et donc du coup, ils vivent vraiment aussi cette difficulté de se positionner qui est nouvelle finalement pour eux aussi, quoi. Oui. Et parce qu'il y a énormément de pression par rapport à la sexualité de manière générale sur les hommes et sur les femmes. Tout à fait. Tu dis que l'homme doit se féminiser, entre guillemets. Oui. Mais ceci dit, je trouve que depuis quelques années, les femmes se sont masculinisées aussi. Tout à fait. Et donc forcément, c'est clair que là, à un moment donné, effectivement, ça coince parce que comme tu le dis, c'est difficile de changer de casquette comme ça entre le jour et la nuit. Et pourtant, c'est le seul moment où les deux partenaires peuvent se retrouver, c'est la nuit. Oui, et c'est vrai que, bon, il y en a qui disent c'était mieux avant. Mais oui, quelque voilà, part. Et je pense que, en fait, c'est pas que c'était mieux avant, c'est qu'il y a des choses intéressantes dans l'avant et il y a des choses intéressantes aujourd'hui. Rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients aux deux situations. Ce qu'on doit faire, c'est simplement, voilà, les choses évoluent, donc il faut faire avec. Mais ça amène des nouveaux enjeux, des nouveaux challenges pour les hommes et les femmes que nous sommes. Des nouveaux challenges de couple, dans la sexualité aussi, forcément. Et donc voilà, c'est un petit peu ça que je veux dire aussi, c'est que il faut prendre en compte, je pense que ni l'homme ni la femme n'a plus ou moins de pression. Je pense qu'en fait, on vit vraiment des choses différentes, mais sur des domaines différents, en fait. Oui. Voilà. Est-ce que aussi, j'imagine qu'il y a des couples qui viennent te trouver et voilà, ils se sont connus, on va dire, il y a 20 ans. Donc leur sexualité était peut-être dans ses prémices. Ils découvraient ensemble quelque chose. Puis la vie est passée, les enfants sont arrivés et autres. Et puis monsieur ou madame aussi maintenant a d'autres envies. Et là, ça coince un peu au niveau du couple parce que c'est plus la personne qu'on a rencontrée il y a 20 ans qui était peut-être tout sage, qui n'avait pas trop de fantasmes. Et puis on se retrouve avec quelqu'un qui tout d'un coup, pouf, a des fantasmes sortis d'on ne sait où parfois. Alors là, comment ça se passe? Parce qu'il faut les rabibocher, comme on dit, leur faire comprendre de part et d'autre. Il faut peut-être aller doucement ou qu'il faut laisser lâcher du lest. Comment ça peut pas s'arranger, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut amorcer ce virage Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu dis. C'est que évidemment, quand on s'est connu très jeune, c'est quand même un facteur de risque, en fait. Je pense que tenir dans la durée un couple épanoui au niveau conjugal et sexuel, c'est un vrai challenge. Et voilà. Et ça l'est d'autant plus quand on n'a pas eu beaucoup d'expérience avant. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire différentes expériences, etc. Et quand on s'est connu très jeune et qu'on n'a pas eu cette occasion... Il y a ce fameux démon de midi, comme on dit, qui à un moment donné se réveille et qui se dit « et si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs », comme on dit. Et cette envie et ce besoin de séduire qui est quand même finalement humain, quoi. C'est surtout ça, je pense que c'est voir si on peut encore plaire, si on peut encore séduire. Oui, tout à fait. Et le côté aussi... on dit souvent, alors après, la psychologie, comme je dis, n'est pas une science exacte, mais on dit souvent que l'homme est fait pour être monogame à répétition, parce qu'en fait, si on se réfère à notre biologie, on sait que logiquement, on est fait pour reproduire nos gènes avec différents partenaires qui ont d'autres gènes, voilà. Et donc, forcément, dans notre culture, on impose une fidélité. C'est un challenge, puisque logiquement, donc, il y a cette fameuse phase de lune de miel, comme on dit. Et puis après la phase de lune de miel, on traverse une première crise qui peut être finalement comme une traversée d'un grand désert. Et donc, si on ne dépasse pas cette crise-là, qui est finalement de passer de l'amour fusionnel à l'amour
véritable, à mon sens. Voilà, c'est en tout cas une des premières crises que le couple traverse. Oui. S'il la dépasse, voilà, alors après, il y a d'autres crises, comme tu disais, les enfants. Oui, parce que ça n'arrange rien pour la femme, souvent. Tout à fait, c'est encore une crise compliquée. Ou l'homme qui voit le corps de sa femme changer, ou qui a vu la naissance de son enfant et qui ne peut plus imaginer donner du plaisir à sa femme, puisque son enfant vient du même endroit. Enfin, voilà. Mais ça arrive. Oui, ça arrive. C'est vrai qu'on est plus, pour l'enfant, on est quand même plus dans le cadre de... ce qui revient le plus souvent, c'est quand même toujours la fatigue, le manque d'intimité. C'est plus ça qui a un impact. Mais ce que tu dis, évidemment que ça existe, mais c'est quand même plus rare, on va dire. Ouf. Oui, c'est déjà ça, on va dire. Mais pour revenir à ta question, donc par rapport aux envies différentes... Oui. Donc, c'est vrai que quand on se connaît depuis autant d'années, c'est vraiment un challenge de pouvoir remettre du peps. Du peps, voilà. Je pense que ça demande énormément de communication. Mais ça, je pense que c'est une évidence. Et donc, de pouvoir exprimer ses nouveaux besoins, de pouvoir exprimer ses insatisfactions. Sans être jugé, évidemment. Oui, et sans le prendre aussi d'une manière... Voilà, si on se vexe et qu'on se braque de suite, c'est compliqué aussi. Et ça aussi, un thérapeute, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de faire ce lien et de pouvoir exprimer ces choses d'une manière plus apaisée, avec un soutien extérieur neutre, et donc de pouvoir aussi amener des pistes de solutions. Voilà, parce que je pense qu'il y a des fois où... On ne sait pas où on va parfois. Hein. Donc, c'est vrai que la vie d'un ou d'une spécialiste n'est pas de refus. Du moins, quand on est perdu, et qu'on se dit, là, on a tout essayé dans ce qu'on pensait. Et puis voilà, moi, je compare souvent ça au fait d'être un peu malade. On a un rhume, on s'automédique tout seul. Et puis, à un moment, si ça fait 5 jours qu'on a de la fièvre, on va voir le médecin. Et c'est pareil en thérapie. Je pense que ça, à un moment, quand on n'y arrive plus tout seul, il faut se faire aider. Et là, avec la communication, si les partenaires ont vraiment à cœur de sauver leur couple et de le faire évoluer. Et j'ai eu encore cette semaine des patients qui m'ont dit ça ne va pas si mal, mais on vient pour que ce soit encore mieux. Et ça, j'adore joli, parce que c'est chouette. Je voudrais évidemment que tout le monde ait cette démarche de ne pas attendre que c'est la cata pour venir, parce qu'alors on est dans l'urgence et on a une pression, nous aussi en tant que thérapeute, de faire en sorte que les choses avancent alors que ça demande du temps. Donc voilà, mais je pense que la communication à ce moment-là est essentielle et de ne pas attendre que les choses aillent trop loin. C'est ça, et c'est vrai que malheureusement, on attend toujours les derniers moments. Hein. Oui, l'être humain est fait comme ça, malheureusement. C'est vrai. Alors, c'est vrai que ça ne doit pas être évident si par exemple, on va prendre le côté homme qui a des besoins, des envies, parce que voilà, entre les potes, quand on va boire un verre ou un film, qu'on voit à la télé, et que madame est dans son petit tailleur rigide et qu'elle ne conçoit pas, elle ne peut pas comprendre que monsieur ait envie de choses beaucoup plus extravagantes. Elle se ferme. Ils viennent en thérapie et donc il va falloir que tu trouves toi les mots adaptés pour que l'esprit de cette femme s'ouvre, et ça ne doit pas être évident de lui dire voilà, écoutez, oui, c'est normal, votre mari a des envies, mais voilà, il faudrait faire ceci ou ça. Est-ce que c'est déjà arrivé que des patientes te disent non, moi c'est juste pas possible, non, je peux pas. Tu veux dire par rapport à une envie qu'aurait le partenaire? Oui. Oui, bien sûr. Je pense que il y a des fantasmes qui doivent aussi rester à l'état de fantasme. Voilà, et je pense que on doit respecter que son partenaire, je ne sais pas. Moi, j'ai je veux pas mettre de sexe parce que si je disais c'est toujours l'homme, ça. Mais l'un ou l'autre, c'est vrai finalement. Qui dirait, je ne sais pas moi, comme on a beaucoup pour le moment. Oui, j'ai envie d'essayer l'échangisme, par exemple. Forcément, si le partenaire il est pas du tout ouvert à ça j'en ai déjà eu. J'avais une dame, qui avait vraiment cette envie-là, c'était dans l'autre sens pour une fois. Et le partenaire n'était pas du tout prêt. Malheureusement, à un moment donné, c'est aussi faire un choix par rapport à ses valeurs, c'est de se dire, est-ce que ce qui est plus important, c'est de réaliser mon fantasme, ou est-ce que ce qui est plus important, c'est de sauver mon couple ? C'est-à-dire de donner la priorité à mon couple, qui est souvent un couple d'un certain temps, où il y a des enfants, où il y a quand même d'autres enjeux. Je ne dis pas qu'il faut, évidemment, comme je dis toujours, on ne reste jamais que pour les enfants, etc. Mais forcément, c'est des choses qui jouent qui pèsent dans la balance, dans les décisions. Donc, je pense qu'il faut respecter ça. Mais je pense aussi que c'est important, et ça, c'est une notion que j'introduis souvent,
c'est de dire la sexualité, c'est pas quelque chose de figé. Donc, je compare souvent en fait la sexualité à la nourriture. C'est assez comique, mais ça marche assez bien. C'est-à-dire que les goûts alimentaires changent. Et si par exemple je n'aime pas un aliment, mais que je le regoute jamais, je ne vais pas savoir peut-être que mes goûts ont changé. Donc, j'essaye d'induire cette notion-là de dire que la sexualité, c'est pas quelque chose de figé et qu'il faut vraiment de temps en temps se dire, eh bien voilà, j'aimais pas ça, mais pourquoi pas, je réessayerai pas. Et puis si ça ne me convient pas, ben ok, stop, voilà, je pense qu'on met le haut là très vite. Mais sinon, je pense que c'est important de pouvoir essayer de rester ouvert, voilà. On en parlait tout à l'heure, hors antenne, de l'ouverture. Je pense que dans la sexualité, c'est important de rester ouvert parce que c'est pas quelque chose qui est figé et c'est vraiment quelque chose qui évolue avec les années, les envies, etc. Mais ça peut être dangereux aussi parce que voilà, ça veut dire, ok, je vais goûter à cette chose que ma compagne ou mon compagnon demande, ça ne me plaît pas, mais l'autre y a pris goût. Et il se dit, ben voilà, si tu l'as fait, tu peux continuer. Et là, ça peut occasionner aussi pas mal de problèmes parce que on a testé, ça ne nous convient pas, mais l'autre y a trouvé vraiment tellement son compte. Bien sûr. Donc là, dans ce sens-là, c'est très compliqué aussi de revenir en arrière. Bien sûr, maintenant, ce qui est difficile, c'est que c'est vraiment très au cas par cas et ça dépend un peu aussi de ce que tu mets derrière, quel genre de pratique, etc. Donc ça, évidemment, si on rentre dans des pratiques plutôt, je vais dire quand même dans une sexualité tout à fait traditionnelle, c'est vrai qu'en général, je vais quand même essayer de travailler à ce que la dame puisse envisager les choses d'une autre façon. Je vais parler de qu'est-ce qui la bloque par rapport à certaines choses. Maintenant, bon, après, on peut aller dans des pratiques parfois très extrêmes, hein, parce que voilà... oui, bien sûr, la sexualité est très vaste. Tout à fait. Et tant que tout le monde est d'accord, finalement, voilà. C'est OK. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais il faut qu'on soit d'accord ensemble. Voilà, c'est la condition sine qua non. Et donc, je pense que là, dans ce cadre-là, il faut accepter que le partenaire mette ses limites. C'est comme ça. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut se dire que si on force à certaines choses, ça devient quand même ça devient du viol. Oui, ça devient du viol purement et simplement. Oui, ça, c'est vrai. Alors là, c'est la rupture aussi. Hein, quand il n'y a pas de consensus, comme on dit. Oui, voilà, ça mène... Mais enfin, on a essayé, quoi. Voilà, maintenant, en général, comme je te dis, je vais dire souvent, en fait, la plupart des gens ont quand même des fantasmes, entre guillemets, c'est-à-dire des choses qu'ils ont envie d'essayer. Ça reste quand même des choses assez... terre à terre. Ou pas. Pas forcément terre à terre, je veux dire assez classique. Je veux dire, voilà, c'est assez rare que vraiment j'ai un couple où quelqu'un va me dire, oui, moi, mon fantasme, c'est un truc hyper exagéré, débridé, des choses comme ça, débridé. Voilà, je dis pas que ça n'est jamais arrivé. Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, donc en général, je vais essayer de travailler avec l'autre, de voir qu'est-ce qui lui pose problème dans ce genre de pratique. Parce que voilà, on a aussi des dames ou des hommes qui sont très fermés à certains préliminaires, par exemple, pour parler des choses clairement, qui restent quand même des choses tout à fait... essentielles, voilà, bien sûr. C'est ça qui amène un plaisir par la suite. Ouais. Voilà, et parfois, je vais dire essentiel au niveau aussi de la sexualité, c'est-à-dire même purement technique, c'est-à-dire que parfois, ça aide aussi à avoir du plaisir. Mettre en condition. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc voilà, et là, alors, je vais quand même plutôt m'intéresser à pourquoi ces blocages. Et s'il y en a, parfois, on peut les détricoter, on va dire, c'est-à-dire, il y a des croyances irrationnelles dans la sexualité, que ce soit de la part des hommes ou de la part des femmes, et donc de pouvoir dire, mais attendez, là, c'est pas rationnel ce que vous pensez, ou aller chercher pourquoi elle a cette croyance-là dans son éducation, voilà, et ça peut se travailler aussi, quoi. Il y a aussi parfois dans les couples l'un ou l'autre qui a vraiment plus aucun désir. Et là, ça c'est compliqué évidemment parce que là, quand il y a plus le désir, l'autre a beau même danser sur sa tête, parfois c'est pas évident. Et alors à force de refus, forcément il y a un éloignement qui se crée et peut-être une envie d'aller voir ailleurs de l'autre. Et puis alors là, il faut essayer aussi, j'imagine, en posant les bonnes questions, de savoir le pourquoi du comment ce refus. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est... voilà, c'est tellement... Ouais, c'est pas évident, ça, en revanche, par contre. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent le désir, surtout féminin. Il y a des hommes aussi. Hein. Oui, mais objectivement, les hommes fonctionnent beaucoup plus de façon... C'est pas ça, en fait. Les hommes fonctionnent beaucoup plus de façon catégorielle. C'est-à-dire que pour eux, s'ils ont eu une mauvaise journée au travail, c'est pas pour ça qu'ils vont pas avoir envie. Oui, la femme, c'est des vases communicants. Le petit est malade, elle a pas envie. Le chef s'est énervé sur elle, elle a pas envie. C'est vrai. Donc voilà.
voilà, l'homme, il va dire, mais quel rapport? Enfin, je vois pas du tout le rapport. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est pas que l'un ou l'autre a raison, c'est qu'on fonctionne différemment. Et ça, c'est quelque chose que je passe beaucoup de temps, en tout cas dans les premières séances, quand je vois le couple, à expliquer les différences entre l'homme et la femme, pour qu'ils arrêtent aussi de se juger et qu'ils comprennent que ce n'est pas que que l'homme ou la femme a raison, mais simplement qu'on est différent et qu'il faut accepter ça. Le désir chez l'homme, il est sous-tendu aussi par la testostérone, qui est l'hormone masculine, ce qui n'est pas du tout le cas chez la femme, on en a très très peu. Et donc, du coup, ils doivent comprendre qu'en fait, pour la femme, le désir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus construit, qui doit être plus travaillé. Chez l'homme, il y a plus ce qu'on appelle un désir propulsif, c'est-à-dire un désir qui vient, comme ça, tout d'un coup, il a envie. C'est le cas de le dire. Tout à fait. Pardon. Qui monte. Et donc, voilà, alors que chez la femme, c'est quelque chose qui demande un certain travail. Alors, c'est peut-être compliqué à l'entendre, mais c'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, un investissement beaucoup plus que chez l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des troubles du désir chez l'homme, parce qu'avec tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a de plus en plus de troubles du désir chez l'homme aussi. Ça reste quand même beaucoup plus fréquent chez la femme. On va dire qu'on peut avoir parfois une femme sur 2, sur 3 qui ont un trouble du désir. Chez l'homme, ce sera plus de l'ordre de 1 sur 10. Donc, voilà, donc il y a quand même une belle différence. Ou 1 sur 8, on va dire. Mais voilà, donc forcément, chez la femme, il y a énormément de choses qui vont influencer le désir. Donc quand tu me dis c'est dû à quoi, etc., c'est un panel. C'est quelque chose que je fais souvent en consultation. C'est j'ai une roue du désir et je montre tous les facteurs qui influencent. Et je dis à la dame, voilà, dans tous ces facteurs-là, dans lequel est-ce que vous vous reconnaissez où il y a un problème. Et donc c'est aussi des portes d'entrée pour réactiver le désir. Mais la femme est vraiment, vraiment beaucoup plus polluée par tout ce qui est contextuel que l'homme, quoi. Oui, c'est vrai, on dit souvent, pour être un petit peu pas trivial, mais un homme, rien qu'une pensée le soulève. La femme, il faut lui raconter un livre de 10 000 pages pour éventuellement avoir un petit quelque chose qui bouge. Oui, mais en même temps, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. Exactement. Voilà, et donc, quand tu dis une pensée le soulève, je pense qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les hommes ont plus de pensées aussi au niveau sexuel que les femmes. Et donc, en fait, c'est aussi de montrer à la femme que plus elle va être dans cette dynamique de pensée sexuelle et de nourrir vraiment, en fait, sa libido par des pensées, par des actes, etc., qu'on travaille évidemment dans la sexothérapie, plus forcément, elle va alimenter cette machine qui va se remettre progressivement en route. Mais forcément, quand elle ne l'alimentera plus, la libido redescend très vite. C'est un petit peu comme de mettre des bûches dans le feu. Et voilà, c'est-à-dire si tu nourris pas ton feu, il s'éteindra. Et puis alors après, par contre, si tu te dis non, c'est vraiment important, je m'investis dans ma sexualité. À partir du moment où la femme comprend, c'est quelque chose que je trouve qu'on devrait dire même dans les écoles, c'est que le désir féminin, il se travaille, il s'investit, il demande de l'énergie beaucoup plus que l'homme. Et donc forcément, les femmes ont l'impression que le désir, c'est là ou c'est pas là. Genre un peu comme le Saint-Esprit, il m'est tombé dessus ou il m'est pas tombé dessus, mais c'est faux. C'est vraiment un travail et de mettre son énergie dedans, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Tout à fait. Ce qu'il y a aussi parfois chez les femmes, à l'inverse des hommes qui, eux, finalement, ne s'arrêtent pas tellement à ça pour eux-mêmes, c'est que la femme, en vieillissant, par exemple, son corps change. Oui. Puis il y a aussi la période de la ménopause, après les enfants. Et tout ça, ce sont des facteurs psychologiques, effectivement, qui font que, elle va plus oser se montrer nue, elle va se dire oh non, je suis vieille maintenant, c'est plus pour moi. Alors que l'homme, lui, finalement, ça va encore. Il passe à travers tout ça, quelque part. Disons que l'homme, c'est vrai qu'il n'a pas le côté ménopause comme ont les femmes. Maintenant, ils ont l'andropause, d'accord. Mais c'est peut-être moins marqué. Oui, parce qu'en fait, la ménopause, chez nous, c'est vraiment l'arrêt du cycle menstruel, etc. Et l'arrêt ça se fait... de plus être femme aussi, puisqu'on ne peut plus enfanter. Donc, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Son statut de femme, en tout cas. C'est davantage symbolique, en fait, parce que souvent, les femmes n'ont plus envie d'avoir d'enfants, mais c'est plutôt un symbole. Maintenant, je ne voudrais pas que ces messieurs aujourd'hui se sentent délaissés par rapport à notre émission. Mais chez l'homme, il y a quand même, il ne faut pas oublier, donc on parlait de l'andropause qui est beaucoup plus, en fait, qui est vraiment régulière, mais très légère et qui descend progressivement, très, très doucement dès une vingtaine d'années. Et ça commence à diminuer déjà, mais c'est très, très, très léger, donc ça ne se sent pas. Mais il ne faut pas oublier que les hommes sont quand même aussi soumis aux problèmes érectiles. Oui, ils sont soumis aux problèmes érectiles, mais l'avantage, entre guillemets, qu'ils ont sur nous, c'est que eux, ils peuvent procréer jusque bien beaucoup plus tard que nous. Tout à fait, mais pour ça, il faut que ça marche encore.
Oui, mais il y a des petites pilules bleues, il y a un tas de trucs quand même sur le marché Oui, pour les hommes. c'est que vrai. Pas spécialement pour les femmes en revanche. Non, tu as raison et je pense aussi que ça montre à quel point le désir féminin a cette complexité. Ouais. Voilà, maintenant je pense que n'oublions jamais non plus que les hommes ont en fait à donner une performance et ça je pense que c'est quelque chose qui amène beaucoup plus de pression. C'est-à-dire qu'une femme... on ne leur demande pas une performance. Non, mais dans leur tête. Ah, ouais. Je ne dis pas, je suis évidemment... contre tout ce qui est pression au niveau de la sexualité et l'anxiété de performance, c'est le premier poison de la sexualité épanouie. Mais quelque part, même si, alors je préviens que c'est un petit peu horrible ce que je vais dire, mais même si une femme n'a pas envie, elle peut toujours se laisser faire, d'accord? Et je pense que voilà, il faut pas se mentir. Il y a quand même des femmes, voilà, il y a quand même des femmes effectivement qui parfois font plaisir à leur mari alors qu'elles n'en ont pas envie. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, bien loin de moi cette idée. Hein. Mais au moins ça entretient quand même quelque chose et son désir peut revenir en même temps aussi. Oui, du moins si on le travaille d'une autre manière. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'homme, voilà, il a quand même cette notion de se dire, bah voilà, il faut que j'aie une érection. Oui, c'est vrai que sans ça, c'est plus compliqué. Voilà, parce que aussi, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut être réaliste, c'est qu'aujourd'hui, notre vision de la sexualité, c'est une pénétration. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pénétration, c'est comme s'il n'y avait pas un rapport complet, alors que c'est complètement faux. Oui, non, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime pas le mot préliminaire, parce que c'est comme si c'était des choses qui comptaient moins. C'est comme si c'était l'entrée avant le plat de résistance. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'on devrait trouver un autre mot pour dire ça. Mais en fait, non, un rapport sexuel, moi, je dis souvent, quand je dis « est-ce que vous avez eu à mes patients un rapport sexuel ?» je ne veux pas dire « est-ce que vous avez eu une pénétration ?» Non, c'est vrai. Voilà. Donc, je veux dire que c'est riche, un rapport sexuel. Mais comme les hommes ont une vision quand même fort... pénétrante de la sexualité et pénétrante et même je vais dire et même éjaculatoire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une éjaculation pour qu'un rapport soit complet, alors que nous les femmes on n'a pas d'orgasme, on n'en fait pas toute une histoire parfois. Voilà, et c'est pas pour ça que ça peut pas être sympa. Ah non justement, voilà. ça peut même être très bien et voilà. Mais chez l'homme c'est plus compliqué. Voilà, il a une vision quand même plus où ça doit se clôturer par la pénétration, par l'éjaculation, et donc du coup comme il a cette vision là, forcément s'il a pas d'érection ça va pas. Et donc, on entre là dans une anxiété de performance qui, comme tu dis, on ne la demande pas. Mais c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est des stéréotypes qu'on a tous quelque part et qui ont la vie dure et contre lesquels je me bats au quotidien. Il y a aussi parfois des femmes, le rapport c'est fait. Et puis, l'homme dit qu'il prend énormément de plaisir, mais effectivement, il n'arrive pas à l'éjaculation finale. Et là, c'est plutôt madame qui est en reste en se disant attends, non, t'as pris aucun plaisir. Moi, j'en ai pris, tu m'en as donné, mais toi, t'en as pris aucun. Il a beau dire si, elle te dit non, puisque le final n'est pas arrivé, quoi. Donc voilà, et ça aussi, il faut que la femme se mette hors de la tête que l'homme peut prendre du plaisir, effectivement, sans arriver à l'explosion finale, comme on dit. Et c'est pour ce que tu dis, renforce ce que je disais, c'est-à-dire que c'est vraiment ancré en nous. Même nous, les femmes, on a cette conception qu'un homme doit terminer. Voilà, et que s'il ne termine pas, c'est de notre faute, on n'a pas été assez excitante, on se remet en question. Exactement. Alors que nous, c'est OK d'avoir un rapport sexuel sans orgasme. Donc, c'est assez particulier, mais c'est intéressant justement de voir ces choses illogiques qu'on a par rapport à la sexualité. Comme, par exemple, je vais en parler d'une autre qui me scandalise toujours, c'est un homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est un don Juan. Une femme, c'est une prostituée. Voilà, pour le dire poliment. Exactement. Voilà. Donc, on a tous ces représentations-là et je pense que pour avoir une sexualité plus épanouie, plus libérée, on doit travailler nos concepts sur la sexualité, ces stéréotypes-là qui ont été mis par notre éducation, par notre éducation religieuse, judéo-chrétienne. Voilà. C'est vrai qu'avant, la femme ne pouvait pas prendre de plaisir. Non, mais on ne se posait pas la question. Pour enfanter, mais pas prendre de plaisir. Bien sûr, et le sexologue avant ne servait pratiquement à rien. Non. Il y en avait peut-être même pas trop parce que en fait les problèmes sexuels, le désir féminin, on s'en foutait. Ah, complètement. D'accord. Oui. L'homme, l'éjaculation précoce, on s'en foutait, puisqu'il prenait son plaisir en 2 minutes, ça posait pas de problème. Voilà. Donc finalement, c'est aussi à cause de la libération sexuelle de la femme qui ont réclamé leur désir, leur plaisir, etc., que l'homme s'est mis cette pression de bander, d'éjaculer, etc. Et donc où il a amené cette angoisse de performance chez l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez les gens qui viennent consulter, quoi. D'accord. On dit souvent aussi que finalement, une femme, pour avoir du plaisir, elle doit d'abord connaître elle-même son propre corps, son propre organe sexuel. Tout à fait.
Oui, c'est quelque chose aussi qui a encore quelque chose qui est très tabou, je trouve, la masturbation féminine. Je parle de ça parce que pour moi, c'est vraiment un chaînon de la chaîne, de la sexualité. C'est-à-dire, il y a l'éducation sexuelle, il y a la découverte de son corps, il y a les premiers rapports. Tout ça, pour moi, sont des chaînes, une chaîne qui est faite de chaînons. Et chaque chaînon a vraiment son importance. Quand je reçois une dame et qu'il y a un chaînon manquant ou un chaînon un peu cassé, on va dire ça comme ça, donc l'éducation un peu stricte ou où il n'y a pas de découverte parce que la masturbation, c'est mal, etc., je vois l'impact que ça a sur sa sexualité. Oui. Et pourtant, la masturbation masculine, par contre, ça, c'est complètement OK. On ne dit rien, oui, voilà. C'est vrai. Et de nouveau, tu vois, il y a encore une différence par rapport à ça. Et donc, voilà. Et souvent, je dis toujours une métaphore qui fait beaucoup rire mon mari, qui nous écoute, je pense. Oui, parce qu'il m'a donné quelques petits conseils, parce que c'était un peu saturé au départ. Donc, merci voilà. Thierry pour les bons conseils. J'ai réglé, tu vois, tout ça grâce à lui. Super. Et en fait, je dis toujours cette métaphore, je dis toujours, mais quand vous avez mal à la gorge, est-ce que vous avez déjà ouvert votre bouche devant le miroir et regardé vos amygdales? Ben oui, on le fait. Ok. Eh bien, est-ce que vous avez déjà regardé votre vagin dans un miroir? C'est très rare, ce sont les femmes qui l'ont fait. Voilà. Pourtant, c'est une partie de votre corps comme vos amygdales, comme votre nez, comme vos oreilles. Voilà. Donc, c'est à un moment donné, il faut que les femmes aussi apprennent à réapprivoiser leur vagin, même si cette phrase, elle peut paraître bizarre. C'est vrai parce qu'en fait, les hommes, ils ont un organe sexuel qui est extérieur. Ouais. Voilà, tu as tout compris. Qui pend. On le voit, ils le voient. Ils triturent tout le temps. Hein, dès qu'ils sont tout petits, un bébé même dans déjà. Le ventre, hein. Même dans le ventre même déjà. Dans le ventre de la maman. Donc, c'est là, ça pend, ils se tripotent. Hein, c'est un petit jouet. Oui, j'ai deux garçons, quoi. Je le constate tous les jours. Oui. Donc voilà, mais la femme, c'est interne. Voilà. Donc si elle ne prend pas la peine de se dire, oui, mais je suis faite moi comment? Parce qu'il n'y a pas un vagin pareil qu'un autre non plus. Hein. Je trouve qu'il y a peut-être même encore parfois plus de diversité que dans les pénis. Et donc c'est important de voir comment je suis fait, comment je réagis, qu'est-ce que j'aime pas. Et souvent, je prends aussi moi, j'adore les métaphores. Oui, c'est très bien. Ouais. Donc je trouve que ça parle bien aux gens. Oui, tout à fait. Je dis souvent, voilà, c'est comme si votre partenaire vous faisait, moi par exemple, si on fait un super bon gratin de chicon, je déteste les chicons, il aura beau être délicieux, ça va pas me convenir. Passera pas, quoi. Voilà. Et pour la nourriture, c'est OK de dire, oh, mon chéri, j'aime cet aliment-là, j'aime pas cet aliment-là. Et dans la sexualité, c'est pareil. Il faut à un moment donné pouvoir comprendre ce qu'on aime, se découvrir. Je prends aussi souvent la métaphore du joueur de tennis qui va d'abord taper la balle au mur tout seul avant d'aller à Roland-Garros, quoi. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire, il va d'abord s'entraîner tout seul. C'est apprendre à se connaître. C'est aussi la nourriture de la libido. Oui. C'est aussi une des nourritures pour moi. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est... Là, par contre, j'ai aussi pas mal de femmes qui sont vraiment opposées à ça, avec lesquelles je dois négocier, travailler ou accepter pour un moment, mais leur faire semer des petites graines pour qu'elles comprennent quand même que c'est envisageable, que ce n'est pas malsain, que voilà, et tous les concepts qu'on a sur la masturbation aussi, surtout féminine, c'est vraiment quelque chose. Là, il y a une énorme différence. Oui, c'est vraiment super tabou encore. Oui. Comme tous ces petits jouets aussi qu'on peut inclure au sein du couple, qui peuvent amener effectivement à renouer avec les moments de folie du début, où il n'y en avait pas à l'époque peut-être, mais voilà. Bien sûr, ça peut amener du piment. Mais c'est vrai que la masturbation féminine, ça me fait penser... Alors, si je devais comparer un tabou qui reste dans la sexualité masculine, c'est le plaisir anal pour les hommes. Je trouve que c'est vraiment deux points où... alors, il y a aussi un tabou sur le plaisir anal féminin, mais je trouve que pour les hommes, c'est encore pire, parce qu'il y a toute cette représentation par rapport à l'homosexualité, etc., alors que ça n'a strictement rien à voir, et que les hommes doivent aussi apprendre que tout leur corps est une zone érogène, et qu'on peut se servir du coup de tout son corps, et pas uniquement de son pénis et de ses testicules. Quoi. Et c'est vrai que ça, c'est encore un petit peu aussi... ignoré de certaines femmes, parce que nous, c'est vrai que notre corps, il y a des zones érogènes un peu partout, on peut le dire. Et finalement, la femme, elle connaît très peu les zones érogènes de l'homme. Et ceci dit, ça dépend d'un homme à l'autre aussi, tu vas me dire. Oui, et comme ça dépend d'une femme à l'autre, les zones érogènes. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais on en a plus quand même, il me semble. Oui, mais de nouveau, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'homme est très souvent, je fais une généralité, et heureusement, il y a des exceptions, l'homme est souvent très génitocentré, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'un homme, si vous le touchez pas entre les jambes, il a assez peu de réactions. Alors qu'une femme, effectivement, tout son corps va être plus érogène. Et ça m'avait intéressé, en fait, de me dire pourquoi. En fait, j'ai lu
maintenant, c'est pas du tout certain, mais j'avais lu une piste que je trouvais intéressante, c'était qu'en fait, le corps des petites filles était beaucoup plus embrassé par les mamans sur tout le corps que le corps des petits garçons. Ah oui. Voilà. Alors, c'est une piste, je pense qu'on n'est pas forcément... Mais pourquoi pas, voilà. Oui, mais c'était vrai. intéressant. Et donc, je pense que c'est un éveil des sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme a cette envie de se dire non, mais moi, je suis fait de chair et d'os comme ma femme, comme une femme, et donc forcément, lui aussi, il peut avoir... Enfin, je veux dire, quand tu penses aux zones érogènes d'une femme, tu penses aux seins, mais pourquoi pas les seins des hommes? Enfin, je veux dire, oui, ça ne change rien. On a les mêmes glandes, ils sont un peu plus développés chez la femme, mais sinon, voilà. Oui. Donc, un peu, normalement. Un peu, voilà. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des hommes et des femmes. Oui. Mais voilà, donc je pense qu'il faut envisager son corps comme un terrain de jeu, si j'ose le dire, et de se dire que tout est exploitable, en fait. Mm-hmm. Voilà. C'est vrai aussi que nous, les femmes, on a quelque part cette chance de pouvoir prendre du plaisir de deux manières, entre autres, différentes. Eux, finalement, voilà, une femme peut avoir des orgasmes à répétition. Oui, tout à fait. Un homme, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Alors, ça peut arriver. Donc, c'est vrai qu'une femme va avoir parfois beaucoup plus de difficultés à atteindre l'orgasme, mais par contre, c'est vrai qu'on est multi-orgasmique, comme on dit. Donc, on peut avoir plusieurs orgasmes, et pas que de façon, il y en a même beaucoup plus. Oui, il y en a plus. Enfin, je veux dire, les traditionnels, voilà, on va les dire. Deux évidentes, on va dire. Oui. Donc, évidemment, par la stimulation externe du clitoris ou par la pénétration, mais qui est quand même en fait une stimulation interne du clitoris. Aussi, oui. Donc, voilà, on ne fait plus maintenant la distinction vaginale-clitoridien. Non, on ne fait plus maintenant. Non, en tant que sexologue, on se doit d'être juste. Ah, oui. Et donc, en fait, on dit par la pénétration, mais on dira plus vaginal parce qu'en fait, c'est le clitoris qui est stimulé par l'intérieur. Mais en fait, c'est toujours le clitoris qui réagit. D'accord. Tu vois, c'est juste que la stimulation se fait par un côté ou par l'autre, si tu veux. Oui. Donc voilà. Et donc, attends, qu'est-ce que tu me disais du coup Je disais que nous, on peut être multi-orgasme. Oui, voilà, tout à fait. Et en fait, l'homme, il a en fait la période réfractaire, comme on appelle ça, c'est-à-dire après l'éjaculation, logiquement, il débande, voilà, pour parler clairement. Que nous, c'est à ce moment-là qu'on a encore plus envie, je trouve. Enfin, certaines femmes, en tout cas. Oui, ça dépend. Il y a parfois une petite période quand même où on va quand même laisser un peu passer le côté un peu, je veux dire, hypersensible de l'après-orgasme, voilà. Mais après, il y a des hommes, alors évidemment, ça demande une maîtrise plus importante, mais avec, par exemple, toutes les méthodes aussi maintenant qu'on développe, tout ce qui est plus tantrique, etc., il y a même des techniques qu'on peut apprendre pour que les hommes puissent, par exemple, avoir un orgasme sans éjaculer. Ah, voilà. Et du coup, il dure plus longtemps dans le temps. Voilà. Et puis, il y a des hommes qui ont quand même, maintenant, c'est pas la majorité, mais c'est pas du tout impossible. Il y a des hommes qui peuvent effectivement avoir, arriver après l'éjaculation, à continuer et avoir quand même des orgasmes supplémentaires. Mais ça reste une minorité quand même, quoi. Mm-hmm. Mais c'est possible. Maintenant, quand je ne sais pas, je suppose qu'il y a des études qui ont été faites sur ça, mais voilà, la puissance d'un orgasme féminin et la puissance d'un orgasme masculin, est-ce qu'ils arrivent finalement à égalité ou pas? On n'a pas encore pu mesurer vraiment ce genre de choses. Personne n'a jamais été un homme et une femme. Oui, non, c'est voilà, vrai. Et si on fait même un changement de sexe, ce n'est pas pareil. C'est pas la même chose, donc, forcément, puisque finalement, les zones, oui, on n'aura jamais la même sensibilité. Voilà, tout à fait. C'est pas comme un vrai pénis ou voilà. Non, je regarde parce que ton homme m'écrit encore un truc. Donc, il écrit encore des bêtises. Oui, il écrit vraiment des bêtises. Oui, ne lit pas, il vaut mieux pas. Non, je veux pas lire. Du coup, ça me perturbe pour la question suivante que j'avais en tête. Mais non, tu me demandais l'intensité des orgasmes. Oui, voilà. Voilà, donc c'est compliqué. On peut mesurer effectivement les contractions du vagin ou voilà, mais ça reste quelque chose. Un orgasme, ça reste quelque chose de tellement subjectif et de personnel. Voilà, il y a des gens qui vont dire, prenons les femmes par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui disent que l'orgasme justement par la pénétration ou l'orgasme plutôt par la stimulation clitoridienne externe, ça va être des sensations totalement différentes et donc où ça va être plus localisé dans un cas ou plus général dans tout le corps dans l'autre et donc voilà, donc c'est trop subjectif, un orgasme c'est trop subjectif que pour l'évaluer au niveau d'une intensité. Oui, c'est vrai. Et puis tout dépend aussi dans quel état on est. Bien sûr. Puisqu'il y a d'un jour à l'autre ça change, aussi, d'une heure à l'autre ça change. Voilà, et puis alors il y a aussi le côté que il se peut aussi parfois que des partenaires ne sont pas faits pour être ensemble. Enfin, je veux dire, voilà, oui, la petite vie sexuelle se déroule, popote. Ouais. Et puis, on tombe sur quelqu'un qui va vous faire décoller. Mais là, c'est plutôt, c'est quoi? C'est hormonal? C'est
Parce que Ça peut être beaucoup de choses. Maintenant, il y a des gens qui vous font plus d'effet que d'autres. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a des gens qui, je pense, sont plus doués que d'autres. Voilà, un petit peu comme dans tous les domaines de compétences. Maintenant, je pense que quand on a envie de s'améliorer, etc., il y a vraiment moyen quand même de faire en sorte qu'on puisse être à l'écoute de l'autre et s'adapter à ce que l'autre veut. Mais pour ça, comme je disais au départ, il faut de la communication. Mais oui, pas seulement de la communication, mais je pense qu'il y a aussi des pots qui s'appellent. Oui, mais ça, je pense que c'est même avant tout ça, c'est-à-dire que il y a même peut-être une question de phéromones, de choix dans le partenaire. Voilà, mais il y a des gens qui se choisissent extrêmement mal. Ça, c'est certain. Et au niveau sexo aussi, parce que j'entends des couples qui me disent « Ah oui, au début, c'était déjà la galère, mais je pensais que ça allait s'améliorer au fur et à mesure du temps. » C'est pas vrai, ça. C'est quelque chose qui me fait toujours un peu rire jaune, parce que je me dis « Mais non, en général, au fur et à mesure du temps, ça devient plus en plus compliqué. Oui. Donc, si ça marche déjà pas au début, alors je dis pas quand on se connaît pas, il faut le temps. La première fois, effectivement, c'est pas toujours génial. On est d'accord. Donc, il faut le temps de s'ajuster l'un à l'autre. Mais quand on est quelqu'un qui a envie d'écouter, qui a cette envie, voilà, d'être à l'écoute, c'est vraiment pour moi ça la définition d'un bon amant. C'est quelqu'un qui veut, qui regarde l'autre, qui voit ses réactions, qui s'adapte, qui lui demande, voilà. Là, alors en général, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que quand on a des hommes qui se disent moi avec mon ex c'était comme ça marchait bien donc maintenant je refais tout le temps pareil. Voilà. Il faut parfois un petit peu quand même l'autre n'est pas la même que son ex quoi, hein, ça c'est sûr. Oui, maintenant on dit aussi souvent que le désir passe par les yeux. Oui, par beaucoup de choses, la peau, les yeux, l'odeur. Oui, bien sûr, mais les yeux, parce que souvent, ça c'est plus les hommes qui aiment par exemple beaucoup de lumière. Les femmes vont être beaucoup plus tamisées. Oui. Ça aussi, ça cause parfois des problèmes dans un couple. Hein. Oui, c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus visuels que les femmes. Ils ont besoin de voir le corps, de voir les réactions. Voilà, tout à fait. Les femmes vont être aussi beaucoup plus sensible au contexte. Donc, par exemple, tout ce qui est l'atmosphère. Une femme, ça va être une petite lumière, une petite musique douce, une petite huile, une petite bougie. Voilà, c'est ça. L'homme, ça compte moins, on va dire. Mais, de nouveau, en généralité, hein, parce que voilà. Oui. Mais oui, les hommes sont plus visuels. Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien. Je pense pas qu'il y ait une raison particulière à ça. Mais je pense aussi que les femmes le seraient aussi si elles pouvaient mieux assumer leur sexualité. Je pense notamment, tu parles du visuel, je pense directement à la visualisation de films pornographiques ou érotiques. Justement t'en parler. Voilà, donc tu me parles de ça, je pense tout de suite à ça. Et là, je pense vraiment, et je pourrais même te raconter une petite expérience scientifique qui a été faite là-dessus, où les femmes, si elles disent « oui, moi, j'aime pas ces films-là, etc. », c'est pas vrai. C'est parce qu'elles sont engluées dans de nouveau des stéréotypes, des croyances. C'est ça, c'est mal. Oui. Voilà. Tout à fait. Et alors, pour te parler de cette petite expérience, il y a une expérience qui a été faite donc, avec les hommes et les femmes. Et donc, en fait, on met un homme devant un film porno et une femme devant un film porno. Et en fait, on mesure l'excitation. Donc, pour l'homme, on met un anneau autour du pénis pour mesurer donc, le fait que le pénis grandisse et grossisse. Et la femme, on met une sonde dans le vagin pour voir la lubrification, etc. Oui. Et donc, on les met devant 3 types de films. On les met devant le film qui correspond à son orientation sexuelle, le film qui est de l'autre orientation sexuelle, et le 3e, c'est des animaux. Ouf, d'accord. Oui. En fait, l'homme, il va réagir essentiellement au film, lequel ? Sur la femme, avec la femme qui... de son orientation sexuelle, voilà. Voilà. La femme, elle réagit aux 3. Aux 3 ? Voilà, tout à fait. Donc, en fait, oui. Et je pense qu'on en revient au fait que la femme, quelque part, c'est vrai qu'elle a plus de mal à pouvoir s'épanouir. Il y a c'est plus difficile d'avoir un orgasme, etc., d'apprendre à se connaître. Il y a un côté moins mécanique, comme tu disais tout à l'heure. Mais par contre, je pense qu'on a en fait vraiment une large gamme, une possibilité. Peut-être parce que comme on s'est dit, ça va être plus dur pour les femmes, alors si c'est OK pour elles, on va leur mettre plus de choses. Je sais pas. Il serait temps qu'on s'en rende compte, bon sang de bonsoir. Tout à fait. Mais en fait, on a vraiment, comme je disais, au niveau du corps, au niveau du fait d'être multi-orgasmique, etc. Ouais. On a un éventail incroyable à notre portée, finalement. Oui, et quand on arrive à mettre de côté tous nos stéréotypes, toute notre, comme tu disais, éducation judéo-chrétienne, notre éducation sexuelle parfois taboue, des choses comme ça, eh bien, on arrive à voir que finalement, la sexualité, c'est quand même quelque chose de parfaitement naturel. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Et même, j'ai envie de dire, et même pour ceux qui se disent c'est mal au niveau de l'éducation judéo-chrétienne, etc., c'est que
si Dieu nous a fait comme il nous a fait, c'est qu'il voulait... Après tout, on va pas continuer à enfanter dans la douleur sans entendre du plaisir non plus. Enfin, et il faut pas oublier qu'on est quand même, nous les femmes, les hommes n'ont pas ce qu'on a, c'est-à-dire un organe qui ne sert qu'au plaisir, qui est le clitoris. Voilà, il ne sert qu'à ça. Oui, que eux, et ça sert à d'autres choses, Tout à effectivement. Fait. Nous, on nous a mis quelque chose qui ne servait qu'à ça, donc c'est quand même intéressant de se poser la question. Quoi. Tout à fait. C'est vrai, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire. C'est tout à fait ça. Alors, on dit souvent aussi que justement, tous ces films pornographiques et autres, ça donne une vision complètement erronée aux jeunes. Voilà, parce qu'ils s'imaginent que c'est comme ça. Bon, il faut bien avouer qu'il y a certains films qui sont un petit peu extrêmes dans le sens où des films, c'est coupé, c'est en montage. Donc, il y a voilà, un homme peut-être peut pas durer comme ça pendant 3 heures d'une telle intensité. Donc, c'est leur donner une image de la sexualité qui n'est peut-être pas la réalité. Aussi. Ça, c'est certain. Et souvent, je prends cette comparaison de dire, si vous regardez un peu des films, genre comme... le film que j'aime bien avec Bruce Willis, là, Die Hard. Hein? J'ai pas vu, moi, ça. Non, il y en a eu plusieurs. Je prends cet exemple-là, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de films d'action qui peuvent convenir à ce que je vais vous dire. C'est que... dans les films, vous savez, ils sont tout cassés, ils sont tombés du 15e étage, ils sont tombés d'un hélicoptère, ils vivent toujours. Oui, d'accord. C'est ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on se dit, c'est pas possible, il ne devrait pas être vivant, etc. Mais on sait que c'est un film. Voilà. D'accord. Oui. On sait que c'est dans le scénario. Quoi qu'il y en a qui s'imaginent que des super-héros comme ça existe. Oui, bien sûr, mais la plupart des gens... Ouais, les gens un petit peu sensés, on va dire. Mais les films porno, c'est pareil. Il ne faut pas oublier que c'est un film et que c'est, comme tu dis, monté, qu'il ne faut pas oublier non plus quand même qu'il y a des substances derrière aussi parfois. Oui. Alors après, je vais dire quelque chose qui est important aussi, c'est que... Après, ce qui se passe dans un film porno, c'est aussi ce qui se passe dans la sexualité normale. Enfin, je ne parle pas des trucs extrêmes, je parle des films plus ou moins, on va dire entre guillemets, classiques, d'accord. Mais il y a ce côté, effectivement, qu'est-ce qui pose vraiment souci? C'est comme tu dis, la durée de pénétration. Moi, j'ai des jeunes qui viennent en disant « Oh mon Dieu, moi, je ne tiens pas 1 heure, est-ce que c'est normal ?» etc. Donc là, c'est vraiment un travail pour leur dire « Attendez, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est quelle est la durée moyenne de pénétration ?» Mais si. Qu'est-ce que tu penses, la durée moyenne d'une pénétration? Moyenne, j'en sais rien. C'est pas longtemps, en fait. Mais c'est 8 minutes. Oui, voilà. C'est ce que je disais, c'est pas longtemps. Voilà, donc ça leur met aussi les pendules à l'heure. Voilà. Ok. Oui, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent rester 3 heures comme dans les films. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un gros souci. L'autre gros souci, c'est la taille du pénis. Oui, voilà, donc ça perturbe beaucoup. Ça met du complexe à beaucoup de jeunes. Faut quand même pas oublier qu'un pénis d'une taille normale en érection, c'est 12, 14. Voilà, c'est quelque chose qui est dans la moyenne. Voilà, alors que dans les films, évidemment, on a plus au-dessus de 20. On va chercher des extrêmes aussi. Voilà, tout à fait. Il y a un casting quand même pour ça. Mais c'est logique. C'est logique qu'on prend des gens qui sont doués. Oui, mais enfin, c'est un peu comme la pub qu'on voit toutes les femmes qui sont super minces. Dans les films porno, c'est pareil, il y a un casting. On va chercher ceux qui pourraient éventuellement correspondre à un fantasme. Oui, tout à fait. Et pourtant, quand on s'intéresse un peu à la sexo, on se rend compte à quel point les femmes... la pénétration, c'est la cerise sur le gâteau parfois, mais même pas. Donc finalement, durer 3 heures, avoir quelqu'un qui fait le marteau-piqueur pendant 3 heures, moi je dis souvent ça. Au point qu'à un moment donné, comme je dis toujours en rigolant, ça finit par grincer. Exactement. Je veux dire, c'est pas très agréable. Il faut que les hommes puissent le comprendre. Et donc, par contre, quelqu'un qui va effectivement prendre en compte que finalement, on sait bien aussi que le plaisir de la femme, le vagin étant moins innervé que le clitoris, c'est un plaisir qui est plus compliqué à avoir. Et alors que finalement, vous avez fait des bons préliminaires, on est tout aussi contente, quoi. Bien sûr, ne fût-ce quand même un petit bisou dans le cou. Parfois, ça peut éveiller. Tout à fait. Quand je parle de préliminaire, je parle de tout ça, évidemment, des caresses, voilà. Donc, c'est vrai que cette image de la sexualité qui est très de la durée, de la grandeur, de la performance, très centrée sur la pénétration, voilà, fait aussi que ça nourrit tous les stéréotypes qu'on a déjà et qu'on a déjà parlé. Voilà, donc il faut pouvoir aussi remettre un peu l'église au milieu du village pour les jeunes et qui puissent comparer ça au film d'action et se dire ça reste du cinéma, ça reste quelque chose qui n'est pas
naturel. Maintenant, c'est de la fiction un peu. Hein. Oui, maintenant, il y a aussi des films quand même beaucoup plus intéressants qui sont faits par des femmes aussi. Et ça, c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Parce qu'effectivement, qui mieux qu'une femme peut comprendre le plaisir féminin? Et puis, c'est moins centré sur les trois choses que je viens de dire. Il y a plus de préliminaires, où il y a parfois même des films où des femmes ont vraiment du plaisir, hein, où c'est pas double pénétration ou des choses comme ça, parce que maintenant, ça devient de pire en pire, ce qu'on voit dans les films. Oui. Et là où il y a aussi un peu de dialogue, hein, ce qui est pas plus mal, parce qu'il y en a. Il y a un peu de tendresse, on va dire. Oui, voilà. C'est ce qui importe, hein, finalement. C'est contextualisé, voilà. Ouais. Et donc maintenant, il y a des actrices, des anciennes actrices de films pornographiques qui font des films et qui sont passées derrière la caméra, qui font des films vraiment beaucoup plus intéressants à ce niveau-là. Et puis après, il y a aussi d'autres films, plutôt les films maintenant en vogue, hein, Grey, ou les films érotiques, etc. Voilà, il ne faut pas s'en priver non plus. Ça peut être aussi un petit piment dans le couple de regarder un film ensemble. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même ce facteur tendresse qui joue quand même au sein d'une bonne relation sexuelle, non? Oui, parce qu'en fait, pour avoir une bonne sexualité, je dis toujours, il y a 3 niveaux. Il faut donc de l'affectif, du sensuel et puis le sexuel. Et les femmes le savent bien, on dit toujours que les femmes donnent du sexe pour avoir de la tendresse et les hommes donnent de la tendresse pour avoir du sexe. Et c'est quelque chose qui pose souci parce que les femmes viennent en éviter la tendresse parce qu'elles ont peur que ça débouche sur de la sexualité alors qu'elles n'en ont pas spécialement envie. Et c'est un gros problème dans les problèmes de désir des femmes. C'est quelque chose que je travaille beaucoup. De pouvoir en fait enlever cette pression de la sexualité et se retrouver déjà se toucher, s'embrasser, sans se dire qu'après il y aura quelque chose. Voilà. Parce que sinon on finit par éviter de se toucher parce qu'on a peur que l'homme en profite pour nous sauter dessus. Et en même temps on peut le comprendre parce que moins la femme a envie, forcément plus l'homme il a la pression d'avoir des miettes. Voilà, et donc c'est toujours un peu ici j'ai un gros pain par exemple, mais moi je te lance 3 miettes et tu dois te contenter de ça. Ben non, t'as le pain là, j'ai juste envie de le manger. Voilà, et donc du coup c'est compréhensible que c'est compliqué pour les hommes aussi de se contenter de ces miettes là, mais c'est un cercle vicieux en fait. La femme finit par éviter l'affection parce qu'elle a peur que ça débouche sur du sexe parce qu'il a l'habitude de lui mettre un peu la pression là, mais d'un autre côté l'homme dit mais oui, mais si elle me donnait plus de sexe j'aurais plus facile de te donner de l'affection. Oui, c'est ça, c'est une chaîne sans fin. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Mais il y a aussi le problème que justement maintenant on a l'impression que la sexualité est à portée de tous et que certains couples ne savent plus se construire parce que, ne fût-ce que par l'avenue de tous ces sites de rencontres, etc., c'est un petit peu, c'est self-service, quoi. On va chercher du sexe, on jette, on va rechercher autre chose. Finalement, tout ce qu'il y a, toute cette communication de sites, de rencontres, etc., ça casse un petit peu justement cette idée d'une relation sensuelle et autres. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, pour moi, le sexe et les sentiments, c'est 2 choses différentes. Quand je dis sentiments, c'est pas être forcément le grand amour, etc. Hein. Je veux dire que on peut très bien partager un moment sexuel avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Je veux dire d'amour. Qu'on aime bien. Voilà, qu'on aime bien. Et que ce soit super chouette et qu'il y ait plein de sensualité, plein de partage, sans forcément être amoureux. Voilà, donc ça, c'est aussi un peu un stéréotype. On dit qu'il faut être amoureux, il faut absolument... Non, c'est pas du tout. Mais la femme tombe plus facilement amoureuse qu'un homme, non? Dans ces cas-là. Ça dépend. C'est vrai que la femme a moins tendance à séparer les... C'est ça que je me demande. Oui, c'est pas moi, j'ai pas l'estomac qui crie quoi, c'est le chien qui ronfle. Il est intéressé par ce qu'on dit. Oui, c'est pas vrai. Bon, elle a été opérée, stérilisée, donc sa vie sexuelle... Non, mais c'est vrai que je pense que la femme, par le côté, comme je disais tout à l'heure, où il y a plus de vases communicants, etc., parfois va avoir du mal peut-être à se donner à quelqu'un qu'elle n'aime pas, voilà, au sens des sentiments amoureux. Mais c'est une fausse croyance, voilà, de nouveau. C'est-à-dire qu'on peut, dans le couple, mettre sentiments et sexualité, mais après, on peut très bien avoir des rapports sexuels. Et je dis bien, je ne parle pas forcément de sexe où il n'y a pas, comme tu disais, de la sensualité. Non, ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas qu'il ne peut pas avoir un super moment très riche, très agréable, où on partage quelque chose, où il y a de l'émotion quand même. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
Voilà, maintenant, c'est vrai que le problème des sites, etc., c'est que y a beaucoup aussi d'hommes qui utilisent les sites de rencontres comme effectivement, voilà, juste pour un soir. Un supermarché, quoi. Et donc, du coup, les femmes se ferment effectivement aussi à ce niveau-là, je pense. Maintenant, je pense que voilà, maintenant, on sait quand même bien quand on va sur les sites ce qu'on risque d'y trouver. Oui, c'est vrai, mais les gens ne communiquent plus, donc c'est aussi le gros souci. Tout à fait. Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que il y a une similitude entre un ado qui vient te trouver et une personne plutôt du troisième âge? Parce que la personne du troisième âge n'a pas connu finalement cette façon de se libérer, puisque des années en arrière, comme on disait, c'était un petit peu plus tabou. Les années 60, par exemple, c'était une bonne période pour tout ça. Il n'y avait pas encore les problèmes de sida. C'était assez libéré. Oui, c'est vrai. Mais oui, il y a une similitude parce que, en fait, l'ado va découvrir sa sexualité, va commencer à rentrer dans la sexualité, en tout cas partagée, puisqu'il y a quand même parfois de la découverte par la masturbation avant, etc. Et la personne que soit homme ou femme, qui est plus, je vais dire plus âgée, comme tu disais, elle va devoir redécouvrir sa sexualité différemment parce que parfois... Parce que le corps ne réagit plus pareil. Parce que l'homme a des moins bonnes érections, parce que la femme va souffrir plus de sécheresse et donc il va falloir prendre plus de temps parce que le désir prend plus de temps à s'installer, le plaisir aussi par les raisons de la ménopause, les problèmes hormonaux, etc. Donc oui, quelque part, il y a une similitude. Est-ce qu'il y a beaucoup justement de personnes plus âgées qui viennent quand même consulter ou pas? Ce n'est pas ma majorité, c'est certain au niveau des patients, parce que je pense par contre que là, il y a vraiment le concept d'aller consulter qui est moins ancré dans les personnes plus âgées, mais j'en ai. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont plus une vie sexuelle. Non, parce pas que du tout. Beaucoup s'imaginent que voilà, que ça à partir de 60 ans, hop là, fini, je range bonne dans l'armoire et voilà. Non, on peut avoir une vie sexuelle jusqu'à plus soif, en fait. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est vrai. Et ça, je pense que les hommes le savent, les femmes pas encore. Mais... c'est le chien. On vous assure, c'est le chien. On fait rien, il n'y a rien qui se passe. C'est le chien qui fait des bruits bizarres. Oui. Les femmes ne le savent pas encore. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le côté ménopause, ça joue beaucoup chez la femme. Ça amène encore des problèmes supplémentaires à une sexualité qui parfois déjà est parfois compliquée. Maintenant, les hommes, il y a quand même les problèmes érectiles. Mais comme tu dis, après, quand on vieillit, on a plus tendance à avoir recours effectivement à la petite pilule bleue ou des choses comme ça, ou envisager sa sexualité différemment. Mais les hommes restent avec en général cette envie de continuer à d'avoir des rapports sexuels et tandis que la femme elle se dit voilà il y a encore quelque chose en plus voilà mais de nouveau tout ça n'est vraiment pas immuable et il faut vraiment se dire que tout est possible si on en a l'envie en fait mais c'est vrai que voilà en consultation en fait pour les personnes plus âgées c'est plus des hommes qui viennent parce qu'il y a des problèmes effectivement d'érection ou des choses comme ça ou alors en couple ça peut arriver aussi mais c'est pas ma majorité c'est pas la majorité de ma patientèle quoi. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de pilule bleue pour les femmes? Parce que, comme je dis, je pense que c'est plus complexe. Parce qu'en fait, quand tu comprends comment fonctionne la pilule bleue... Oui, c'est pour, justement, pour que c'est le côté mécanique qui doit fonctionner. Donc, voilà, je ne suis pas médecin, je ne vais pas donner des détails hyper précis, mais c'est un côté, en fait, au niveau de la vascularisation du pénis. Oui. Donc, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un meilleur afflux sanguin dans les corps caverneux du pénis. Donc, c'est vraiment... purement technique. Or, comme je t'ai expliqué que le désir féminin... Et oui, d'accord, mais enfin, je sais pas, moi, avoir quelque chose qui donne à la femme cette envie, hop là, c'est, je sais pas, des phéromones, je sais pas, quelque chose qui ferait que... Ça commence, on commence à chercher, etc. Il y a des choses qui sont sorties dernièrement. Voilà, maintenant, je pense que c'est encore les balbutiements. Je pense que peut-être ça va s'améliorer, mais je pense que ça va rester complexe parce que pour moi, le désir féminin est essentiellement influencé par des choses qui sont périphériques. Et il ne faut pas oublier qu'après, la molécule que tu prends par la bouche, elle va juste être une hormone ou quelque chose comme ça. Donc, on ne prend pas en compte tout ce qui est du contexte, qui est beaucoup plus important chez l'homme que chez la femme. C'est vrai. Donc, en fait, pour avoir une vie sexuelle épanouie, c'est d'abord beaucoup se parler, se respecter. Bien sûr. Aussi, apprendre à connaître ce que l'autre aime.
Et ce qu'on aime. Et ce qu'on aime soi-même aussi, voilà. Mmh. Parce que c'est vrai que ça aussi, il faut discuter. Hein. Il faut dire à son partenaire ou à sa partenaire, voilà, moi j'aime ceci, j'aime cela. Enfin, voilà, c'est hyper important. Parce que c'est vrai que pendant des années, on peut se taper quelqu'un qui te fait un truc que tu détestes. Tout à fait. Et c'est pas si rare. Non, c'est pas si rare. Non, c'est ça, quoi. Puis le contexte, et puis savoir se reconquérir tous les jours par un petit mot, un petit geste, une attention. Surtout par le fait de mettre son couple, surtout quand il est en souffrance, mais même quand il ne l'est pas encore, pour se prémunir de ça, de mettre son couple parfois en priorité. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas culpabiliser les mamans, par exemple, à mettre les enfants chez la gardienne, chez les grands-parents, etc. Ils sont contents de toute façon, les enfants. Oui, c'est vrai. Et il ne faut pas culpabiliser de ça parce que quand vous vous faites du bien à vous-même, que ce soit pour une sortie de couple ou même pour aller au sport ou quelque chose qui vous fait du bien, ça se répercute. Ça se répercute. Et donc, quand vous êtes mieux dans votre peau, vous êtes une meilleure maman, une meilleure épouse, une meilleure travailleuse par rapport à ce que vous faites dans la vie. Donc c'est vraiment... Ça, c'est l'argument que les hommes vont pouvoir ressortir. Mais non, ma chérie, elle a dit, la dame, là, dans la radio, que... Mais c'est très important de faire attention à soi, de prendre du temps pour soi, d'être égoïste, mais dans le sens positif, c'est-à-dire pour après pouvoir donner, il faut d'abord penser à soi, parce que si j'ai rien à donner, je sais rien donner. Voilà. C'est vrai. Donc d'abord se remplir soi-même, d'abord penser à soi, et du coup prendre du temps pour soi et prendre du temps pour le couple. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il faut même parfois mettre dans l'agenda, de fixer un moment pour dire là, on fait un truc nous deux, on va manger un bout ensemble, on va au cinéma, on se fait un petit week-end parfois, et le faire régulièrement. Et comme je disais, surtout les mamans, ne pas culpabiliser de ça parce que vous entretenez comme ça votre couple. Et quelque part, il n'y a rien à faire pour des enfants. C'est quand même mieux d'avoir des parents ensemble. Ah, inévitablement, oui. Donc, et de les voir heureux surtout. Tout à aussi, fait. Hein. Et donc d'avoir une maman heureuse et un papa heureux, c'est ce qui est le plus important pour les enfants. Et donc, quand vous faites ça... ça aidera peut-être leur vie aussi plus tard, sexuelle plus tard. Hein. Ça donne un exemple aussi. Ça, c'est très important. Donc, ne pas attendre que les choses se passent et vraiment se dire, voilà, on fixe des moments. Les femmes ont un peu du mal avec ça. Elles disent que ça peut, c'est un côté moins spontané. Oui. Mais en fait, si vous attendez que ce soit spontané, ça viendra jamais. On aura toujours des excuses. Tout à fait. Donc, il faut fixer des moments, pas pour avoir un rapport sexuel forcément, non, pour se dire... Souffler à deux, en fait. Voilà, se être retrouver. dans l'intimité, voilà, avoir un moment d'intimité où il se passe ce qu'on veut, où il n'y a pas de pression sur le fait de devoir faire l'amour ou quoi que ce soit, mais simplement passer un bon moment ensemble. Et voilà, et dans ce moment... ce que tu disais, communiquer, se respecter, s'écouter, etc. Voilà, ça, je pense que c'est des choses vraiment de base, quoi. D'accord. Jessie, on arrive au bout de cette émission. Moi, j'aimerais quand même signaler qu'on peut te retrouver. Tu as une émission, enfin une émission, c'est pas vraiment une émission, mais un live en tout cas, hein, où on peut te retrouver, où on peut poser des questions aussi. Oui, tout à fait. Alors, ça se passe comment? Donc, pour le moment, donc, ça se passe sur la page Facebook qui s'appelle la chaîne Psy. Alors, ça s'écrit p.s.hy, parce que voilà, ça veut dire psychologue, sexologue et hypnothérapeute. Donc voilà, c'est la chaîne Psy. Elle a une page Facebook et en fait, je suis en live donc un lundi sur 2. Il y a un live sans thème, donc c'est-à-dire que les gens en fait viennent sur le live, posent toutes les questions qu'ils veulent sur la sexualité, sur la psychologie, sur l'hypnose, sur voilà, mes domaines de compétences, on va dire. Ils peuvent aussi envoyer des messages en message privé pour être anonymes parce qu'il y a des questions parfois qui sont un peu délicates. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est quand même tout le monde voit qui pose des questions. Tout à fait, oui. En commentaire, comme c'est en commentaire, on voit forcément qui pose la question. Donc voilà, et alors une fois par mois maintenant, j'ai un live donc sur un thème, parce que c'est les internautes m'avaient demandé ça, de faire vraiment un live à thème. Et souvent, j'invite quelqu'un. Donc voilà, j'ai un psy, voilà. Donc ici, le prochain live à thème, ce sera le dernier lundi, je pense que c'est le 24, si je ne dis pas de bêtises, de ce mois-ci, où j'invite un ami qui fait sur l'énergétique et donc où on va parler de l'impact de l'énergétique sur l'aspect psychologique, sur le bien-être psychologique. Voilà, la dernière fois, c'était sur les relations familiales toxiques. Qu'on peut revoir, oui, tout à fait. Les lives, en fait, sont systématiquement repostés sur la page. Donc tous les lives depuis le mois de septembre que j'ai commencé sont mis sur la page et ils peuvent être vus et revus, il n'y a aucun problème, on peut les partager, voilà. C'est important finalement de tous ces réseaux sociaux qui permettent effectivement de pouvoir
expliquer des choses. Les gens peuvent enfin poser les questions qui les turlupinent depuis longtemps. Donc là, c'est depuis le mois de septembre. Donc c'était une volonté que tu avais depuis un petit bout de temps. Enfin, c'était quelque chose où on te l'a demandé, c'est à force qu'on te le demande. Non, c'est vraiment né d'une envie de partager en fait des informations accessibles mais justes sur l'hypnose notamment, sur la psychologie, sur le fait de dédramatiser, le fait d'aller consulter. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quand on dit que les lives peuvent vraiment amener les personnes à avoir moins peur de faire la démarche de consulter. Donc j'ai des gens après qui sont venus consulter chez moi ou que j'ai orienté parce qu'ils étaient au bout de la Belgique en train de me regarder. Voilà, donc c'est aussi le côté, c'est un pas qui est encore difficile à faire, je trouve. Et en fait, le live, le fait qu'on fait beaucoup d'humour, que c'est un peu comme on dédramatise un petit peu, à fait. Finalement. Et donc du coup, les gens ont l'impression d'avoir déjà un contact et se dire oh, c'est pas si terrible d'aller voir quelqu'un. Et voilà, et ça c'était mon envie aussi, c'était d'un côté d'amener des infos vraiment pertinentes aux gens, justes, etc., d'une façon accessible, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent pas se permettre de consulter, il faut pas l'oublier. Non, c'est ça aussi. Voilà, et donc de leur donner accès à ça tout à fait gratuitement. Et aussi le côté alors de dédramatiser cette démarche d'aller voir un psy, quoi. Oui, parce que voilà, donc tu n'es pas que sexologue, tu es psychologue, hypnothérapeute tout à fait. aussi. Donc voilà, ce sont tes domaines de compétences. Je suis sûre qu'on se reverra pour avec plaisir. en parler encore dans d'autres émissions, ça c'est sûr. Et puis, tu donnes des formations aussi, bientôt des conférences, j'ai ouï dire. Hein. Je fais beaucoup de choses, je suis un petit peu hyperactive. Moi. Non, mais c'est bien, parce que tu partages en fait. Hein, c'est ça. Donc, c'est vrai que les formations, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ici, c'est des formations essentiellement pour les gens qui sont déjà dans le bien-être, des psychologues, des coachs, etc. Donc, je donne des formations aux sortes de santé mentale à Verviers. Donc, ça commence fin d'année, le cycle ici. C'est une formation notamment pour apprendre l'hypnose pour le poids. Enfin, voilà, il y a plusieurs petites choses assez sympas. Il y a le module général sur l'hypnose et puis après, il y a des choses plus particulières qu'on va faire. Il y a parfois, ici, c'est pas encore prévu, mais je fais parfois des ateliers. Donc ça, c'est plutôt pour le tout venant. Donc des ateliers sur un thème, voilà, la confiance en soi ou des choses comme ça. Et puis alors après, effectivement, il y a le côté plus conférence, où de nouveau, c'est un peu le même souhait que dans les lives, c'est de faire connaître les choses d'une manière accessible, ludique. Et donc ici, fin d'année, en tout cas, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est le 5 novembre ou le 4 novembre, je ne sais plus. Donc il y a la conférence à la Convie à Soumagne. Et là, ce sera sur les pouvoirs en fait, de l'hypnose en thérapie. Donc c'est pour expliquer vraiment à quoi sert l'hypnose, qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose. Et puis, justement, un peu aussi déblayer toutes les fausses croyances sur l'hypnose. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose. On s'imagine hypnose, voilà, on te voit assis sur une chaise, on s'assied sur toi, quoi, comme Mesmer. Voilà, exactement. Sinon, Jessima, voilà, effectivement, on peut te retrouver sur cette page Psy, mais tu as ta page Facebook aussi, hein, où on peut te contacter, peut-être voir justement quand aura lieu cette conférence, les ateliers, les formations. Oui, mais elle est en fait sur la chaîne Psy, dans les événements. Je mets toujours la chaîne Psy en co-organisateur, comme ça, les gens peuvent avoir accès à tout ça. Donc, il y a la chaîne Psy qui est vraiment pour les lives. Il y a ma page professionnelle, alors c'est Jessique Etienne Psychosexo, c'est le nom de ma société. Voilà, où on retrouve aussi les événements, mais ils sont présents partout, en fait. D'accord. Et donc, toi, tu te reçois à Verviers, c'est ça? À Herve, plus exactement à Andelès, donc chez moi, dans mon cabinet. Voilà, je fais ça à temps plein maintenant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu parler des dessous, des dessous chics de la sexualité, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est essentiel pour l'épanouissement de tout un chacun, on peut le dire. Hein. C'est plus tabou, quoi. Il faut arrêter. On essaye, en tout cas. Moi, je crois qu'il faut arrêter, parce que c'est vrai que si on est sur Terre, c'est aussi pour prendre du plaisir dans toute chose. Hein. On en prend en mangeant, en buvant, en respirant, voilà, aussi c'est une façon, effectivement. Et puis on se relaxe, quoi. C'est tellement bon, finalement. Hein. Bien sûr, mais j'aime bien ta comparaison, parce que je pense que c'est quelque chose que je dis souvent aussi, d'ailleurs, le fait c'est OK pour vous d'aller manger à bon resto, c'est OK. Voilà, donc la sexualité, c'est un plaisir parmi d'autres. Bien sûr. Et ça n'est pas à voir d'une manière plus malsaine que d'aller manger à bon resto quelque part. Voilà, c'est un plaisir vrai. Parmi d'autres. Voilà. Exactement. Et puis moi, c'est le moment où aussi on peut partager enfin un moment à deux, oui. après des journées harassantes.
voilà, faire une petite bulle. Exactement, et on en a besoin. On a tous besoin de tendresse, de toute façon. Tout à fait. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Voilà, on clôture en beauté cette saison. On se retrouvera très certainement, en tout cas, la saison prochaine pour d'autres sujets qui te tiennent à cœur. Avec plaisir. À très bientôt. Le podcast, ce sera pour dans quelques instants. Enfin, quelques instants, quelques heures, le temps que je rentre chez moi, blablabla. Et il sera fait. À très bientôt. À très bientôt à tous. Bonjour, bonsoir à Thierry. Je pense qu'il continue à nous écouter. Et pour tes questions, ça suffit, Thierry. À très bientôt donc. Bonne soirée à tous. Et on se retrouve, nous, en septembre pour la suite des événements, pour le live et pour Soyons Zen.